Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre de 19h45 sur votre chaîne de télévision. Et nous ouvrons ce journal par un fait de société qui s'est déroulé dans la ville de Bouda, chef-lieu du département des Bamboutos. Une histoire qui sort de l'ordinaire. Un jeune homme âgé de 16 ans, jeté ou tombé dans un puits. La question et les solutions restent encore à trouver. Des réponses à cette question restent encore à trouver. Ce dernier qui s'est jeté, tombé dans un puits d'eau depuis près de 24 heures. Le corps reste introuvable malgré les fouilles du corps national des sapeurs-pompiers. Sa grand-mère, qui a été témoin de cette chute, reste sans voix, ne trouve pas les mots. Malgré les fouilles des éléments de sapeurs-pompiers, le corps reste introuvable. Les autorités administratives ont décidé de faire recours à une voie traditionnelle pour essayer de trouver les moyens de cette disparition. Malgré les fouilles des sapeurs-pompiers, le corps reste toujours introuvable. 24 heures de fouilles sans corps. C'est un récit de Jean Gemayena et Rostand Difo qui ont vécu les scènes dans la ville de Bouda. Les populations riveraines, les voisins sont sortis pour s'enquérir de la situation selon les faits sur place, comme relaté dans ce reportage que nous propose nos reporters depuis la ville de Bouda. Le jeune Rostand était resté hors de la maison à une heure tardive, sous l'œil regard bienveillant, surveillant de sa grand-mère, celle-ci qui a vu ce dernier se jeter dans le puits, a essayé en vain de le retenir. Malheureusement, elle parle d'une force qui le tirait dans le trou. Après des cris alarmants, les voisins et même la mère de ce jeune homme, ils n'ont pas pu le sauver. Voici le récit des faits dans ce reportage. Après plusieurs heures de recherche, dans ce puits d'eau d'une trentaine de mètres de profondeur, toutes les tentatives de retrait de la dépouille du jeune Erwan Tassé se sont avérées infructueuses. Et selon les déclarations de la grand-mère, son petit-fils Erwan, âgé de 16 ans, se serait jeté dans ce puits d'eau hier samedi aux environs de 20 h, 6 au quartier Nilon, à Bouda. Il est parti comme ça là. Je vous ai dit. À ce sens, c'est comme ça là. Il était couché comme ça là. À ce sens, c'est comme ça. La tête était déjà dedans. Je voyais plutôt, il est parti ici. Qu'est-ce qu'il a arrêté? Je voulais tirer la bille comme ça là, sur ses fesses. Il a lâché avec mon téléphone. Toum. Il toque la porte à 20 h. La mère sort, il ne le trouve pas dehors. Il prend son téléphone, il torche, il fouille partout. Il vient maintenant par haut, il le voit couché au-dessus. La mère court avant d'arriver. En arrivant là-bas, c'est seulement ses pieds qui étaient là dehors, qui restaient dehors. Elle a tiré, fatiguée, elle n'a pas pu. Nous sommes rentrés jusqu'à 18 h, il n'était pas là. 19 h, il n'était pas là. 20 h, ma maman a dit que mais elle ne doit pas fermer la porte, comment les bandits peuvent entrer à la maison. Mais quand on a fermé la porte, subitement il a fait un bruit dehors. Quand la maman est sortie, regarde, elle dit que Erwan, tu fais quoi dehors? Rentre à la maison. C'était Yada. Moi j'étais au lit. Et tout, sur le lit, j'ai suivi comme la mère pleurait, elle criait en moi, elle m'appelait. Et je suis sortie sur le j'ai vu. Elle a même pas vu qu'Erwan est tombé dans le puits. Quand j'ai regardé le puits, il ne bougeait pas, il n'y avait personne à l'intérieur. J'ai dit à la mère que non, il n'est pas tombé dans le puits là. Tu blagues, c'est moi ou c'est toi? J'ai vu la mère voulait aussi sûrement rentrer dedans. Mais que c'est quoi? Que non, la foi est entrée son téléphone. Informés notamment, les éléments du corps national des sapeurs-pompiers de Bafoussam vont déployer tout l'arsenal de sauvetage aux premières heures de ce dimanche 15 novembre 2020. Et entre 7 h et 16 h, les sauveteurs se sont succédés dans ce puits d'eau, sans le moindre constat de la présence d'une quelconque personne. On a été alerté de tout ingénieur pour un homme tombé dans un puits.
Alors à cette heure-là, au regard de la visibilité qui était réduite, sur les renseignements qu'on a eu des populations, le garçon serait décédé. Alors il était question de porter l'intervention pour le lendemain très tôt au matin à 7 heures. C'est ainsi que nous sommes arrivés sur les lieux. En présence de la profondeur du puits a fait une hauteur de 30 mètres environ. Alors on a engagé aussi de descendre pour accéder à la victime qui malheureusement n'a pas pu le faire au regard de la présence importante dans le puits. Après plusieurs tentatives infructueuses, malheureusement on n'a pas pu accéder à la victime. C'est ainsi que avec le procureur et certains responsables administratifs que certaines mesures devront être prises. Et pendant que la vieille reste campée sur ses déclarations de la malheureuse scène qu'elle aurait personnellement vécue, le corps de Erwan Tassé, élève en classe de seconde dans un collège à Bouddha, reste encore introuvable. Et l'autorité administrative de la ville, chef-lieu des Bamboutos, a décidé de sceller le puits en question et a renvoyé la famille à des rites traditionnels. Ça reste une affaire à suivre dans la ville de Bouddha, département des Bamboutos, pour retrouver le corps du jeune Erwan Tassé. Et dans ce journal, nous prenons la direction d'Idéa Premier dans le département de la Sanaga-Maritime, où on a enregistré ce week-end un mouvement d'humeur en colère. Les populations, hommes et femmes, ont décidé de barricader l'entrée principale reliant le village au cœur de la ville. Et justement, les raisons de cette grogne, le mauvais état de route, mais surtout le paiement de la redevance imputable aux compagnies d'exploitation forestière exerçant dans le canton Yassoukou, dans la ville d'Idéa. Le récit des faits avec nos reporters Frédéric Moutomé et Jean Blestonier. Les populations du canton Yassoukou à Idéa Premier dans la Sanaga-Maritime sont en colère 14 jours après les inondations dues à une forte pluviométrie et qui ont contraint les eaux du fleuve Nyon à quitter leur lit et à causer des dommages graves dans les habitations et les plantations de ces populations qui expriment ici leur ras-le-bol. Nous sommes dans un village, comme nous sommes ici aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle les tournées de Pala. C'est-à-dire nous devons nous asseoir. Les tournées de Pala ont eu lieu avec quoi? Vous étiez là? Ça c'était dans une précipitation. Non, il fallait dire ça là-bas ce jour-là. Vous étiez là, non? Accompli. C'est-à-dire vous étiez là ou vous n'étiez pas là? J'étais là, monsieur. Mais je ne pouvais pas m'opposer farouchement comme ça à vous. Voilà. Comprenez ça. Justement, quand vous vous opposez donc, quand vous décidez de vous opposer, ne troublez pas l'ordre. Et pour mieux faire passer leur message, ces hommes, femmes et enfants habitant les villages du canton Yassoukou ont pris d'assaut la principale voie de communication y érigeant du même coup des barricades comme pour bloquer toute circulation ici. Pas deux minutes, on parle pas 5 minutes. Vous allez voir la route. Vous allez voir la route là où Caféco est en train de couper les arbres. On n'a plus rien. Nos enfants que nous accouchons, ils vont vivre avec quoi? Ils vont construire avec quoi? Nous, on va vivre comment? Aux exploitants forestiers, c'est que les villageois sont d'abord mécontents et l'état de la route sont un peu critiques. Une comme moi, je ne parviens pas à me laver aisément et monter chez moi étant à l'aise parce qu'il y a la boue partout. Et c'est là qu'ils viennent toujours gâter les routes, ne veulent pas arranger les routes. Pour ça, ça nous énerve. Un blocus qui a le mérite de paralyser les activités des sociétés d'exploitation forestière qui sont par ailleurs accusées par les populations de considérablement dégrader l'état de la route au fil des jours. D'ailleurs, pour ces populations, ces exploitations forestières n'ont jamais respecté jusqu'à date le cahier des charges, pourtant validé de commun accord. On a bloqué la route parce que nous réclamons nos droits. Ils nous ont d'abord promis qu'à chaque chargement, ils ont un agent qui va investir au village et ils n'ont jamais investi. Voilà leur quatrième chargement qu'ils ont déjà fait, ils n'ont rien investi au village. C'est pourquoi on les a bloqués la route. On veut d'abord notre argent, on réclame nos biens. Quant aux compagnies mises en cause,
Le problème n'est pas tant le respect du cahier des charges, car pour elle, de nombreuses améliorations ont été mises en route pour le bien-être des populations. Nous avons des papiers légaux, d'abord, en un cahier des charges bien défini. Et tout ce que nous faisons, c'est selon les normes d'exploitation en milieu forestier. Donc je ne vois pas pourquoi on a cette petite mésentente. Je comprends la logique qui est derrière cette poussée de population. Parce qu'ils ont des élites qui sont dans l'exploitation illégale et ils savent que c'est d'abord ça qui mobilise la population contre une exploitation qui est légale. Quand les gens se permettent d'exploiter le bois, de porter le bois, alors même que les routes n'ont pas encore séché, ce n'est pas possible. Informés de cette situation de blocus, dans le canton Yasoukou, les autorités administratives et municipales des DEA premiers sont immédiatement descendues sur le terrain, appuyés par les éléments de force de l'ordre et de sécurité. Prenant la parole dans cette ambiance particulièrement surchauffée, le maire de la commune de Déa Premier, par ailleurs fils de cette localité, a invité les uns et les autres à opter pour le calme et à lever les barricades pour un retour à la normale. C'est un constat et les enquêtes que nous allons ouvrir nous permettent de déterminer. Il me semble qu'il y a beaucoup de manipulation derrière cette affaire. Et les villageois ont décidé que les camions ne sortent pas. Mais vu l'intervention du maire, qui est un fils du village, on a laissé que les 4 camions qui sont entrés, qu'ils sortent. Et que tant que la situation des villageois avec Afrique n'est pas encore arrangée, aucun camion ne doit plus entrer. Aucun camion. La prochaine fois, dès qu'un camion entre ici, s'il vous plaît, comprenez-moi, je sais que c'est l'État. Je suis en train de parler à l'État. La prochaine fois, ce sera l'intervention du ministre. Une option pas du tout acceptée par les populations du canton Yasoukou, qui continuent de maintenir la pression auprès des autorités, mais aussi des compagnies d'exploitation forestière pour de meilleurs engagements, à même d'être implémentés sur le terrain. Au moment où nous quittions les lieux, la tension était toujours perceptible de part et d'autre, et le bras de fer initié par les populations, toujours d'actualité. Et le mauvais état de route décrié par les populations du canton Yasoukou dans la ville d'Edéa, notamment le département d'Edéa premier. Et le mauvais état de route qui reste la première principale cause des accidents sur nos axes routiers et les personnes victimes des accidents, mais surtout rescapées de ces accidents-là, réussissent quand même à avoir des traumatismes pendant plusieurs années. Et c'est pour éradiquer ce phénomène que la Journée mondiale des personnes accidentées est célébrée tous les 15 novembre. Ce dimanche 15 novembre 2020, le Cameroun s'est joint donc à la communauté internationale pour célébrer cette journée. Reportage. La journée du 15 novembre est dédiée au souvenir des victimes de la route. L'objectif de cette journée est d'attirer l'attention sur l'ampleur des dégâts émotionnels et économiques causés par les accidents de la route et de rendre hommage aux victimes et aux services de secours ainsi que de soutien. En 2019, les accidents de la route ont fait plus de 14 000 victimes au Cameroun, dont 950 accidents graves et 311 décès. Entre les séquelles physiques, les démarches administratives et juridiques, l'après-accident est un véritable parcours du combattant pour les victimes fragilisées physiquement et psychologiquement qui ne sont pas toujours en mesure de mener seuls ce combat. Et c'est pour faire face à ces difficultés rencontrées après les accidents que les services existent dans plusieurs pays au monde depuis 2015. Il se met gratuitement à la disposition de toute personne touchée par un accident de la route ayant entraîné de dommages physiques ou psychiques, mais aussi les personnes ayant perdu un proche, quel que soit le temps écoulé depuis l'accident. Depuis sa création dans plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne et Afrique centrale, ces associations viennent en aide à près de 2000 personnes par jour. Toute personne touchée par un accident de la route peut joindre ces services pour l'aide, que ce soit en famille, au travail ou dans la vie associative. L'objectif de cette journée est aussi de démontrer au gouvernement d'Afrique que le plus important n'est pas l'accident, mais c'est aussi de s'occuper de ceux qui survivent après ces accidents. Pour la plupart de ces personnes, elles subissent un traumatisme qui, parfois, perdure durant des années. Il tient lieu de préciser qu'au Cameroun, le ministère en charge des Transports prévoit justement la sécurité sur nos axes routiers pour éviter de telles séquelles. L'un des moyens de conscientiser les usagers est de respecter le code de la route pour éviter de probables accidents sur nos axes routiers.
De l'Adamawa, des troubles, manifestations ont fait tâche lors des obsèques du directeur général de l'hôtellerie et du tourisme de la zone CEMAC. Durant le moment des honneurs académiques, la mauvaise organisation et des troubles entre la famille du défunt et la famille de l'école et d'hôtellerie du tourisme ont été donc enregistrés. Les précisions de Bello Batsoudou depuis la ville de Ngaoundéré dans la région de l'Adamawa. Drapeau en berne dans l'enceinte du campus de l'EHT CEMAC, visage larmoignant et triste, pour cause les derniers hommages académiques rendus au défunt directeur général Alphonse Banga Ibata. Mais sauf que ces hommages n'ont pas vu la présence de l'autorité administrative de la région de l'Adamawa. La famille nous a demandé de changer le programme que nous avons établi. Et nous avons respecté les choix de la famille. Ici, c'est pas notre volonté, c'est la volonté de la famille. Nous sommes là pour les accompagner. Un choix qui est loin de satisfaire les collègues, amis et étudiants de la dite institution. Décédé le 21 septembre 2020, l'hommage académique rendu à Alphonse Mbanga Ibata s'est déroulé dans le strict respect de la tradition congolaise. La famille du défunt a décidé de mettre de côté le programme établi par l'école d'hôtellerie et du tourisme en zone CEMAC parce que ces derniers n'ont pas pris leur avis. La famille, en général, je dis, y compris moi à l'intérieur, souhaiterait faire comprendre ou dire à l'UHT qu'il n'y a pas de problème entre elle, la famille et l'établissement. Que tout ce qui se passe, c'est peut-être chacun de nous a sa culture. Et dans notre culture, la plupart du temps, c'est vrai que le DAC est même congolais comme nous, mais chacun de nous, même au Congo, a sa culture, sa tradition. Donc, pour certains, peut-être d'autres ont été frustrés de ne pas voir la cérémonie se dérouler ici. Mais étant donné que le DG n'était pas locataire, il est décédé chez lui, la cérémonie devait forcément avoir lieu là-bas. Parce que chez nous, c'est comme ça que ça fonctionne. Je sais que beaucoup d'entre vous ont été peut-être choqués par cela. Le mieux aurait été de se rapprocher de la famille pour demander des éclaircissements. D'après les avis recueillis auprès de la famille, la discorde réside autour de la cérémonie funèbre qui devrait se tenir dans le domicile familial du défunt. Alphonse Banga Ibata n'aura que fait 3 ans à la tête de cette somptueuse et prestigieuse école d'hôtellerie et du tourisme. Et pas de discorde ni de trouble, aucune manifestation dans la commune d'arrondissement de Konsamba 3e qui vient donc d'abriter un atelier de planification et de programmation de validation du plan communal de développement de cette collectivité territoriale décentralisée. Pour le maire de la dite commune, Yvonne Idi, c'est un couronnement d'un tribunal, d'un travail acharné et d'une contribution collective des populations. Jean-Jémé Yena et Châteauane Vallon. Il s'est agi au cours de ces travaux tenus dans la salle des actes de la commune d'arrondissement de Konsamba 3e, en présence, en plus des sectoriels, des conseillers municipaux et des chefs traditionnels, sous la coordination du chef de l'exécutif communal, de prendre connaissance des éléments collectés sur le terrain, d'analyser et de valider les contenus, pour enfin faire une programmation efficace et efficiente des actes retenus pour le développement. Déjà un sentiment de satisfaction dans un premier temps. Enfin, un sentiment de devoir accompli. Devoir accompli parce que nous venons de projeter ici, pour les 5 prochaines années, des projets qui vont permettre, n'est-ce pas, non seulement le développement d'un Konsamba 3e, mais une plus-value pour notre population qui en a grandement besoin. C'est une volonté gouvernementale de doter toutes les communes d'un plan communal de développement. Et là, nous sommes dans la commune d'arrondissement de Konsamba 3e.
Konsamba 3e est la première commune d'arrondissement à se doter de son PCD sur l'ensemble du territoire national. Et se doter d'un PCD, c'est un outil, c'est la boussole même de la commune. C'est un outil qui permet à la commune de pouvoir, n'est-ce pas, entrer dans le développement proprement dit. Vous savez que sans le PCD, il est difficile pour les maires d'aller rechercher les partenariats, d'aller rechercher les financements. Pour Madame le maire, Yvonne Eyidi, c'est le couronnement d'un travail acharné et d'une contribution collective des populations en faveur de l'essor de cette collectivité territoriale décentralisée. C'est un instrument de travail qui est obligatoire parce que sans PCD, on ne peut pas financer un projet. Il faut que tous les projets les projets qui seront financés doivent être dans un PCD. Donc nous sommes contents d'avoir maturé tous nos projets et d'avoir réalisé ce rêve. Les villages, les populations, les sectoriels, les conseillers municipaux qui ont participé à l'élaboration de ce PCD sont aussi heureux aujourd'hui de voir accomplir ce vœu. Notons que cette initiative a démarré il y a bientôt 2 ans dans cette unité administrative qui est minée par des problèmes d'enclavement et la quasi-inexistence de nombreuses infrastructures sociales de base. Et le correctif de cette situation désolante semble être le cheval de bataille du nouvel exécutif communal. Et en Côte d'Ivoire, célébration de la journée de la paix ce jour à travers le pays. Les précisions d'Africa 24. La journée nationale de la paix tombe dans une période assez particulière en Côte d'Ivoire. Le pays vient de sortir d'une élection présidentielle qui a occasionné pas mal de tensions. Il y a eu mort d'hommes et les partis politiques n'arrivent toujours pas à s'entendre. Pour tenter de calmer la situation, ces derniers ont finalement décidé de dialoguer. Et dans les rues d'Abidjan, c'est le vœu exprimé par quelques Ivoiriens. Je pense que c'est une journée qui est la bienvenue par rapport à la situation que la Côte d'Ivoire traverse. Et je demande que nos frères et sœurs puissent se mettre ensemble pour rire, laisser tout ce qui est rancune et puis chercher à avancer ensemble. Du moment où tout ce qui concourt au développement doit forcément passer par la paix, disons donc que la paix c'est le socle du développement. Et donc nous encourageons tous les acteurs politiques comme acteurs sociaux de s'inscrire dans cette logique de sorte que leur comportement aille dans le sens de la paix. Surtout avec ces moments que nous avons traversés, bon, on espère que tout est fini, les politiciens vont s'entendre et puis nous allons vivre en paix vraiment pour longtemps. La société civile ivoirienne souhaite également qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Depuis le début du processus électoral, elle n'a jamais cessé de prêcher la paix pour qu'il n'y ait pas de troubles dans le pays. Parmi elles, on retrouve des personnalités marquantes de la sphère publique ivoirienne. La paix aujourd'hui est une nécessité. La paix est le socle du développement. Nous sommes encore dans un moment délicat. Poser la question des risques. Il y a des risques. Il y a des risques évidents aujourd'hui. Ce serait avoir la langue de bois que de ne pas reconnaître qu'il y a des affrontements intercommunautaires. Il y a des discours haineux. Il y a des messages enterrés qui ont été déterrés. Et donc, ça interpelle. Il faut qu'on embouche les trompettes de la paix. Vous demandez à chacun de prendre ses responsabilités. Après la rencontre entre le président Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, les populations espèrent qu'il y ait un processus de dialogue qui mettra fin aux tensions politiques dans le pays. Et aux États-Unis, l'élection présidentielle joue les prolongations. Plusieurs partisans du candidat président sortant Donald Trump ont décidé de manifester à Washington. France 24. Ils sont venus du Michigan, de Géorgie ou des États voisins de la capitale américaine. Les plus fidèles supporters de Donald Trump s'étaient donné rendez-vous devant la Cour suprême des États-Unis pour célébrer leur champion.
It's disgusting. We need to do better as a country, whether we're red or black, left or right. We just need to do better. Face à eux, la centaine de militants d'extrême gauche venus pour en découdre ne sera parvenu qu'à affronter la police de Washington. Right there, stop, stop, Les organisateurs avaient promis 1 million de participants. Ils n'auront été que quelques milliers tout au plus, mais parmi les plus convaincus. CNN, Fox News, all these news organizations can say whatever they want. They don't decide who my president is. These people do out here. We have to have a fair election or we're never going to have trust in it again. We're done being nice. The truth will come out and Donald Trump will prevail and he'll have his 4 years. Best president we've had in my lifetime. Donald Trump avait promis qu'il se présenterait ici pour rencontrer ses supporters. Il n'aura fait qu'un passage très rapide en voiture avant de quitter la capitale pour aller jouer au golf. Ce journal télévisé sur votre chaîne de télévision LTM, la télévision du monde. Retrouvez l'actualité ce lundi à 7h55 dans le cadre de la matinale Cocoricory, 13h le journal de la mi-journée, 17h30 le journal en langue anglaise et à 19h45 le grand format de l'édition de l'information sur LTM. Sur ce, je vous souhaite de passer d'excellents moments à l'écoute de nos programmes. Au revoir à tous. Destination Prestige, cabaret, discothèque La Clé, l'endroit idéal pour vos afternoons et vos moments